Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter le face-à-face d'André Berkov, exceptionnel aujourd'hui avec Éric Sadin, écrivain, philosophe et surtout auteur de ce nouveau livre, La vie spectrale. C'est publié aux éditions Grasset. Bonjour Éric Sadin. Bonjour. Alors, Éric Sadin, on l'avait déjà reçu et on le reçoit avec plaisir parce que Éric Sadin, je dirais qu'il est au numérique ce que Barbès est à Rochechouart, Otis à Piffre ou Erckmann à Châtrian. C'est-à-dire qu'il a vraiment... Et il en parle pas seulement pour décrire les avancées du numérique, de l'intelligence artificielle, de chat GPT ou du métavers. Non, il en parle pour montrer, au fond, qu'est-ce que nous, du point de vue de l'éthique, du point de vue de la morale et du point de vue de l'humanité, nous avons, et quel rapport nous avons à avoir entre la siliconisation du monde, le libéralisme numérique, l'intelligence artificielle, l'enjeu du siècle, vous le rappelez, vous avez écrit là-dessus, l'individu tyran, et puis là, voilà, la vie spectrale. Penser l'ère du métavers et des intelligences artificielles génératives. Et c'est vraiment intéressant, auditeur résistant de Sud Radio, parce que elle est là, l'intelligence artificielle est là, toutes les technologies sont là. Donc, est-ce qu'il faut les subir ou est-ce qu'il faut non seulement les contrôler, mais surtout les gérer? Parce que c'est intériorisé aujourd'hui. Alors, je voudrais, Éric Sadin, qu'on commence peut-être par définir le métavers. Parce que les gens, le métavers, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Je voudrais que vous disiez, quand vous parlez de l'ère du métavers, c'est quoi cette ère du métavers? Le métavers, c'est l'autre nom de la pixelisation sans cesse croissante de nos existences individuelles et collectives. C'est-à-dire que de plus en plus, nous menons, allez quoi, une dizaine, une douzaine d'heures par jour, chacun d'entre nous à l'échelle de la planète devant des écrans. Et c'est pas seulement de passer du temps toujours plus devant les écrans, c'est aussi de faire un nombre d'actions de la vie humaine toujours plus diverses. C'est ce qu'on a vu à travers ces écrans. À travers ces écrans, à distance, en ligne, via des systèmes qui nous offrent la possibilité de faire quantité d'actions sans nous déplacer, sous des modalités aisées, confortables, commerce, enseignement, télémédecine. Enseignement, oui, vous avez dit télétravail, loisirs. Ouais. Donc c'est ça, c'est le fait que, vous savez, on dénonce beaucoup depuis, on va dire, une dizaine d'années l'addiction, avec toujours une dose de moralisme. Et toujours en restant à la surface des choses. En réalité, c'est pas, il y aurait pas ceux qui ont une conduite hygiéniste et puis ou en tous les cas diététique et ceux qui seraient des drogués des écrans. C'est pas ça l'équation, parce qu'il y a combien de littérature qui dit oui, on est trop devant les écrans. C'est pas ça. C'est que de plus en plus, nous vivons une condition humaine qui est adossée à des systèmes numériques, à des écrans, à des pixels. Ce qu'on a vu durant les confinements. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, les flux numériques et les flux de la vie se sont presque confondus. Et ce qu'on a découvert, c'est que il était possible de mener des actions de la vie humaine à distance, en ligne, via des écrans, mais aussi des actions dont on ne supposait même pas que c'était possible. Consultation de psychanalyse, apéro WhatsApp, sommet de chefs d'État, foire commerciale, réunion de syndic, enfin bref, la liste est très longue. Et le métavers, c'est Zuckerberg qui, à la sortie des confinements, a dit eh bien, là, il y a une nouvelle condition, on va mettre le paquet. Mais il s'est trompé, il a fait 3 erreurs, c'est-à-dire qu'il a voulu donner une dimension quasi intégrale à la pixelisation de nos existences. En disant si je vous comprends bien, et vous le dites dans le livre, Éric Sadin, c'est-à-dire au fond, c'est une nouvelle forme de vie qu'il nous faut accepter. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut accepter qui serait plus aisé, qui serait plus confortable, qui nous épargnerait nombre d'efforts. C'était l'annonce que Zuckerberg avait faite il y a 2 ans. Et qui, à l'époque, avait déclenché toute une foule d'investissements, une sorte d'excitation historique. Dès qu'un gourou de la Silicon Valley commence à pointer un horizon du doigt, il y a des foules comme des moutons qui vont dans la direction sans se poser aucune question, comme si c'était l'horizon incontournable de l'époque. Or, ce qui s'est passé, parce qu'on a du recul, et j'ai analysé tout ça, avec aussi l'avènement, 1 an plus tard, des IA génératives, donc ce moment-là très troublant, qui a fait qu'il s'est dit,
et son entreprise en changement de nom, de Facebook à Meta, Metaverse. Ouais. L'idée, c'est qu'on est déjà tellement, suite au confinement, tellement dans une vie pixelisée, on va aller plus loin, on va rentrer dedans. On va presque quasiment intégralement entrer dedans par les casques et par les avatars, c'est-à-dire des figurines de synthèse supposées nous représenter dans la vie courante. Mais il a péché par peut-être un excès de confiance en lui, en quelque chose de par avance écrit. Mais je voudrais, pardon Eric, oui. C'est intéressant parce qu'on va expliquer ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire en dehors de Zuckerberg, mais c'est-à-dire que en fait l'idée d'un certain nombre de gens, d'ailleurs c'est Harari aussi qui le dit, et puis beaucoup d'autres, qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le métavers, c'est entrer dans la vie pixelisée, c'est-à-dire que au fond c'est un prolongement de notre peau quelque part, c'est comme le nombril, il faut intégrer cette vie et devenir les avatars de nous-mêmes existentiels. C'est quoi? On peut dire les choses comme ça, on peut dire aussi exclure tout hors champ à une existence pixelisée. Parce qu'une existence pixelisée, chaque seconde devant nos écrans produit, à divers titres, génère des profits, génère des chiffres d'affaires. Que ça soit dans l'attention, que ça soit dans l'usage de systèmes, que ça soit... Ah oui, tout devient chiffre d'affaires. Tout devient chiffre. Donc l'idée, c'est d'exclure tout hors champ à nos vies pixelisées et au fait que on entre dans une sorte de vie numérisée intégrale. Mais je le répète, il s'est trompé. Parce que c'est intéressant de voir que des gens qui sont supposés être visionnaires, qui se sont en gros trompés. Mais pas trompés. Enfin, ils se sont trompés, en même temps, ils ont senti quelque chose. Je vais dire les choses très simplement. Il a péché par ce qu'on peut appeler très simplement déterminisme technologique. C'est-à-dire, il s'est passé ça, la prochaine étape sera comme mécaniquement... Modélisation. Voilà, modélisation et le fait qu'on est tellement entré dans une sorte de matrice qu'il suffit de l'accélérer, de l'intensifier en mettant un casque. La deuxième chose, c'est que il a voulu aller plus vite que la musique. Il aurait mieux fait de pas faire d'annonces sensationnalistes et travailler à ce que j'appelle une économie de la fixité des corps, c'est-à-dire de plus en plus la numérisation de nos existences fait que il y a une tendance générale de moins avoir besoin de produire des efforts, de se déplacer, de voir, on peut dire, tous les flux du monde venir à nous. Par exemple, Netflix, la musique, Spotify, le commerce, jusqu'aux véhicules qui viennent nous chercher, aux livraisons de repas. Le monde vient à nous. Le véhicule sans conducteur, bien sûr. C'est compliqué. On a vu que le cas de figure était compliqué depuis une semaine. Mais vous voulez dire, en fait, la facilitation du monde, on n'a plus rien à faire. Voilà. Et on travaille pour nous. Voilà. Et l'industrie du numérique érige chaque consommateur en tant que roi soleil qui voit le monde venir à lui selon les moyens dont il dispose. Et puis, il n'a pas tenu compte d'une troisième dimension, c'est que de la dimension anxiogène, éminemment anxiogène, générée par les masques, par les avatars, au sortir des périodes de confinement qui ont vu un besoin de socialité énorme. On va en parler. Donc, cette équation, il l'a pas vue. En revanche, ce serait une erreur, la nôtre, là, cette fois-ci, de croire que ce mouvement-là, parce que les choses ne se sont pas exactement passées comme c'était annoncé, que ce mouvement de pixelisation, du monde qui vient à nous, du fait de l'industrie du numérique qui toujours et de plus en plus et de façon intensifiée propose de nous accompagner au cours du quotidien, ce mouvement va s'interrompre. Certainement pas. On va en parler justement après cette petite pause, Eric Sadin. Quel est ce monde, justement? Il ne s'agit pas de rejeter le bébé numérique avec l'eau du bain. Comment on le traite? De où en est-on? Et dans quel univers sommes-nous? Voilà. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Eric Sadin qui a écrit de son plus récent livre remarquable, La vie spectrale, pensellaire du métaverse et des
intelligence artificielle générative. C'est chez Grasset. Éric Sadin, donc on parlait un peu justement alors vous dites attention, effectivement, Zuckerberg est parti très tôt dans cet univers indépassable. Hein, c'est un peu c'est plus prolétaire de tous les pays. Unissez-vous, mais c'est numérique de tous les pays. Actez-vous et incarnez-vous. Mais vous dites alors on est dans cet univers-là. Alors vous dites effectivement il faut faire attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut refuser la chose et qu'il faut effectivement comprendre la chose puisqu'on la vit. Alors, dans quel univers vit-on aujourd'hui? Dans quel va-t-on vivre? Et est-on déjà en train de vivre? On vit pour ce qui est du monde technologique, mais qui regarde nos vies quotidiennes, individuelles et collectives, on vit dans le monde, pour faire simplement un grand trait, de la pixelisation, c'est-à-dire de passer toujours plus de temps devant des écrans, et dans l'âge de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, ça fait des années que je théorise. Hier, je lisais une interview de Richard Feynman, qui est mort aujourd'hui, qui était un des grands physiciens de la mécanique quantique, qui disait, je crois au moment des années 70, je crois que personne ne comprend ce qu'est la mécanique quantique. Moi, je crois, cher André, que très peu comprennent en réalité ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors essayons quand même de comprendre ça. Éric Je l'ai Sadin. théorisé dans un bouquin de 2018 qui s'appelait Intelligence artificielle, l'enjeu du siècle. Or, nous vivons un deuxième moment de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça va tellement vite maintenant, nous vivons le moment des IA génératives sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. L'intelligence artificielle, beaucoup de gens en parlent sans avoir de définition très claire. Alors, c'est quoi la définition? Je suis sûr que si on interrogeait nos auditrices et nos auditeurs d'aujourd'hui, on demanderait qu'est-ce que c'est, on aurait autant de définitions presque que le nombre de personnes qui nous écoutent. Parce que nous souffrons d'un manque de définition. L'intelligence artificielle, c'est avant tout un changement de statut des technologies numériques qui est apparu en gros au mi-temps des années 2000, au milieu des années 2000, qui ne sont plus destinés à la collecte, au stockage, à l'indexation et la manipulation à diverses fins de l'information. C'est ça les technologies numériques, la collecte, le stockage, l'indexation automatisée et la manipulation à diverses fins et des fins toujours plus nombreuses de l'information de façon toujours plus aisée et rapide et regardant des masses toujours plus volumineuses de données. Depuis le milieu des années 2000, d'autres fonctions, j'ai presque envie de dire une autre mission a été affectée aux technologies numériques. C'est ça qu'on ne saisit pas très bien, à mon sens. C'est celle d'expertiser le réel, de diagnostiquer des situations. Ça, c'est la nouvelle fonction. C'est ça la nouvelle fonction. C'est-à-dire de diagnostiquer des situations toujours plus diverses du quotidien, mais pas seulement, mais d'orienter en retour. Je crois que j'avais donné cet exemple chez vous, André, il y a quelques années. L'exemple plus... Mais tout est à l'avenant. L'exemple plus... Oui, mais allez-y, c'est toujours bon de donner un exemple concret, quoi. Tout est à l'avenant de cet exemple-là. Par exemple, l'application Waze, qui analyse, qui diagnostique, qui expertise l'état du trafic en temps réel, selon des vitesses et traitant des volumes d'informations qu'aucun être humain ne pourrait gérer à une telle vitesse et selon de telles masses de données, et qui expertise au moment même où on l'interroge l'itinéraire, l'état du trafic et l'itinéraire le plus optimisé, mais pas seulement, qui conseille, suggère, encourage d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. C'est ça. C'est-à-dire tout le monde a son GPS et Waze aujourd'hui. Voilà. Mais ça, les exemples, c'est dans le commerce, c'est par exemple dans le management où on voit des manufacturiers recevoir des signaux audio qui expertisent, qui diagnostiquent l'endroit où ils se trouvent et qui les orientent, les enjoint d'aller dans tel endroit chercher tel article pour les déposer à telle vitesse dans tel palais. Donc c'est cette systématique technologique qui interprète et qui oriente l'action humaine. C'est-à-dire que nous vivons ce que j'avais appelé dans un bouquin de 2018 le tournant injonctif de la technologie. C'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des technologies, des systèmes nous suggèrent, nous conseillent, nous enjoignent d'agir de telle manière plutôt que telle autre. Et c'est la première fois, effectivement. Et c'est la première fois. Et ça, c'est un tournant juridico-politique majeur, qui n'est pas suffisamment interrogé. Mais pour compliquer les choses, si ce mouvement-là ne cesse de s'intensifier et de s'appliquer à quantité de champs, et c'est l'objet de mon nouveau livre, je m'intéresse maintenant à un nouvel embranchement de l'intelligence artificielle, qu'on pourrait appeler, parce que ce que j'ai signalé là, c'est la dimension cognitive
et organisationnelle de l'intelligence artificielle. C'est très important. Cognitive et organisationnelle. C'est-à-dire oui. qui interprète et qui organise. Maintenant, et qui conseille quand même. Et qui enjoint. Et qui enjoint. Il y a quantité de choses. Par exemple, dans le recrutement, aujourd'hui, les candidats dialoguent avec des chatbots qui interprètent la qualité supposée selon des critères dont on ne sait rien, mais on peut imaginer que c'est la plus grande... Et vous voulez dire que les responsables et directeurs écoutent le chatbot? C'est pas qu'ils écoutent, c'est qu'ils se soumettent à la vérité de l'injonction sur 300 candidats. Prenez le candidat 27, 42, 97 et 122... Et au vu d'algorithmes et d'analyses que les systèmes auront faites, et qui conseillent pour l'instant à des humains de chair et de sang, si j'ose dire, 4 candidats, qui vont les recevoir en chair de visu en 2023. Mais en 2030, est-ce qu'il y aura encore des humains dans la boucle? Certainement pas. Donc ça, c'est la dimension, ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé la dimension cognitive et organisationnelle des intelligences artificielles, de l'intelligence artificielle, qui a eu lieu au tournant des années 2010. Ça, je l'ai analysé désormais, et ça continue, depuis exactement un an, André, depuis le 30 novembre 2022, avec ce tremblement de terre culturel et civilisationnel, social également, qu'a représenté la mise en ligne dans sa première mouture grand public de ChatGPT, nous vivons un autre mouvement qui ne se substitue pas, qui s'agrège au premier mouvement. ChatGPT, c'est un tremblement de terre. Ah, c'est un tremblement de terre parce que c'est le tournant intellectuel et créatif des systèmes de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ces systèmes vont assurer des tâches. Il faut entendre ce que je vais dire là. La portée culturelle, civilisationnelle, anthropologique. Utilisons des grands mots parce qu'il faut utiliser des grands mots qui vont assurer des tâches qui jusque-là mobiliser individuellement et collectivement nos facultés intellectuelles et créatives. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce que j'analyse dans le livre et ce que je voudrais préciser avec vous, André, avec vos auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an quand ChatGPT a été mis sur le marché? Quelle était la réaction? La réaction était de dire c'est bluffant, c'est incroyable. Et ça l'était, c'est très bluffant. Mais ça a été aussi de dire il faudrait des développements, encore des développements technologiques pour que ça s'apparente à un langage humain. Or, elle est là, notre grande erreur. Elle est là, notre grande erreur sur laquelle, si vous me le permettez, je vais dire quelques mots. Alors, on va le dire juste après ceci, Éric Sadin, c'est pas pour vous intéresser. Je vous en prie. C'est très, très, très intéressant parce que là, on passe effectivement d'un monde à l'autre. Et je voudrais qu'on précise bien ça et qu'on prenne le temps de le préciser. On va le faire après cette petite pause. Et puis, nos auditeurs aussi interviendront un peu plus tard. Ah, évidemment, on prendra toutes vos interrogations. Vous qui n'êtes pas des ordinateurs, appelez-nous au 0826 300 300. Et même si vous êtes des ordinateurs, appelez-nous aussi. Ce sera intéressant d'entendre votre voix au 0826 300 300. À tout de suite. C'est impossible. De France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Éric Sadin, La vie spectrale, un livre, il faut s'accrocher pour le lire, parce que c'est pas un livre simple, mais justement, comme les livres qui demandent et qui exigent la réflexion, il faut le faire, et c'est passionnant. Éric Sadin, on a parlé justement de la première révolution, un peu, avec comment dirais-je, le cognitif, avec Waze et compagnie, qui nous enjoignaient tel ou tel. Effectivement, vous avez pris la circulation. Et puis vous dites, très grande révolution ChatGPT, qui effectivement, elle, presque vous remplace. C'est-à-dire, au lieu de faire une lettre vous-même, vous demandez à ChatGPT, faire un article ChatGPT, faire une étude ChatGPT, etc., etc. Et j'ai l'air de vous dire, oui, très bien, mais enfin, au fond, si ChatGPT peut m'aider à telle ou telle chose, au fond, est-ce que ça ne me laissera pas du temps pour réfléchir encore plus? Et vous avez l'air de dire, non, c'est pas ça du tout. Ce qu'il faut voir, ce sont les conséquences civilisationnelles et ce qui se joue. C'est-à-dire que, malheureusement, mais il faut bien vivre, on a été interrompu par la publicité, parce que je disais une chose qui va déterminer, je pense, André, toute notre conversation, mais déterminer les 20 prochaines années. Donc, en quelques mots, je vais expliquer de comment ça fonctionne et qu'on n'a pas suffisamment vu, et donc les conséquences civilisationnelles du fait de à quoi a-t-on affaire.
Donc on a dit, les réactions, elles ont été de dire c'est bluffante, c'était bluffant, et qu'il faudrait plus de développement pour que ça s'apparente à un langage, pour ce qui est de ChatGPT, un langage humain. Or c'est là qu'elle est notre grande illusion, parce que comment fonctionnent ces systèmes? C'est ça qu'on n'est pas allé voir. Ce sont des systèmes à qui on délègue la fonction d'ingurgiter tous les corpus textuels existants, tous, à l'intérieur d'une dimension totalisante, quelque chose de gargantuesque, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, tous les corpus existants dans des bases de données, sur Internet. L'année dernière, c'était jusqu'à 2021, mais maintenant, c'est tous ceux existants. Oui, vous voulez dire toute l'histoire de l'humanité, tous les textes de l'humanité, toutes les connaissances de l'humanité, on les a. Tout ce qui est écrit, tout ce qui relève d'écrit. On a envie de dire la grande bibliothèque universelle, mais aussi de la bibliothèque universelle ordinaire, de tous les textes qui existent, de la presse, bref. D'accord. En vue de quoi? En vue de les soumettre à des formules statistiques, à des analyses mathématiques, en vue de quoi? D'en tirer des lois du langage, des règles grammaticales, des lois sémantiques, et qui fonctionnent, et c'est ça le cœur de l'affaire, qui fonctionne. Vous savez, quand on écrit sur WhatsApp, par exemple, je viens te voir et le système, au vu de toutes les occurrences possibles, d'un point de vue probabiliste, va dire ce soir, écrit à notre place ce soir. Je viens te voir ce soir. Et quand on commande une phrase, il produit du langage à l'intérieur d'une dimension probabiliste. C'est ça la dimension qui est capitale, probabiliste. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que je viens de décrire là, c'est un mode de fonctionnement qui est à l'opposé de la façon dont nous entretenons un rapport individuel et collectif au langage. C'est-à-dire que le langage, c'est le lieu de l'attention, c'est le lieu même de l'attention entre le legs commun, la culture, les textes, les grandes œuvres, les règles du langage, et qui, par l'effort, par la culture de chacun, par l'apprentissage, par l'école, fait qu'on se réapproprie le langage. Mais pas à l'intérieur d'une dimension totalisante. C'est l'effort de l'apprentissage, l'effort d'apprendre. Et dans un rapport de singularisation, où chacun manifeste sa subjectivité et sa liberté. Et chacun a la réception qu'il a subjective de ce qu'il reçoit comme enseignement. Et qu'il entretient un rapport en première personne au langage. Mais le mot que je vais dire, c'est ça le cœur de ce que je voulais dire sur ce point-là. Le mot que je vais dire là, à l'instant, je ne sais pas lequel c'est. Je ne le sais pas. Et en cela, notre rapport au langage, il s'inscrit non pas dans une dimension probabiliste, mais une dimension indéterministe. Et qu'est-ce que c'est que cette dimension indéterministe? C'est le lieu même de la liberté, dans le langage, de la liberté humaine individuelle et collective. On appelle ça parler en première personne, on appelle ça parler librement et de façon singulière et subjective et personnelle, et on appelle ça toutes les langues qui existent et qui composent la pluralité humaine. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de l'utilitarisme, c'est-à-dire l'utilitarisme qui est à l'œuvre depuis un siècle dans notre société, il a tellement infusé il est tellement devenu la norme qu'il en est arrivé à infuser, je suis désolé de parler comme ça, nos cervelles devenues très très malades quand même. C'est-à-dire au nom de l'utilitarisme, on a vu des gens dire c'est cool, ça nous aide, ça facilite nos tâches, mais sans voir les conséquences civilisationnelles. Et c'est quoi les conséquences civilisationnelles? C'est ce langage machinique, standardisé, industriel, impersonnel, qui va voir quoi? C'est pas bienvenue à Gattaca, les corps clonés. C'est un langage cloné, un langage mort qui de plus en plus va devenir occuper le champ symbolique dans 2 ans. C'est-à-dire tout le langage qu'on va avoir, ça va être un langage nécrosé, frappé par la mort, un pseudo-langage, un langage mort. Et au nom de l'utilitarisme, on ne voit pas la déprise de l'usage du langage en première personne. Et le vecteur de liberté fondamentale, ce que nous faisons là aujourd'hui, de parler en première personne. Mais il y a aussi le fait que, au nom de cet utilitarisme qui vraiment nous conduit qui est le cheval de Troie en réalité, du renoncement à nos facultés les plus fondamentales, celle de parler en première personne et librement, est-ce qu'on voit dans 2-3 ans nos enfants, nos petits-enfants nous dire mais papa, maman, mais pourquoi je vais à l'école moi? Pourquoi je vais à l'école si un système sur un simple prompt, ce qu'on appelle un prompt, une instruction de notre part, va faire mes dissertations, va écrire mes messages, va me faire ma liste de ce qu'il me faut,
Voilà, c'est ça qui vient. Va faire ma correspondance, va faire presque mes mots, enfin. Ma plaidoirie pour un avocat, va faire ma liste de courses, car ce à quoi nous avons affaire là, c'est un poison, le ver est dans le fruit, un poison très pervers, c'est-à-dire au nom de l'allègement de l'effort, un renoncement de nos facultés intellectuelles et créatives. Mais c'est pas seulement ça. Non mais pardon, mais qui ont besoin de l'effort. Qui ont besoin. Les facultés créatrices intellectuelles ont besoin de l'effort. Mais écrire une lettre de démission, écrire une lettre de candidature, écrire une plaidoirie, c'est du génie humain, la plaidoirie. On voit maintenant des avocats demander à ChatGPT, voit-on le renoncement de ce qui nous constitue le plus en propre. C'est-à-dire, en gros, c'est la dernière frontière. C'est-à-dire, des systèmes qui organisent les affaires humaines. Maintenant, c'est des systèmes qui, au nom, dans la volonté de générer uniquement des profits, parce que là, c'est pas un projet de société. Est-ce qu'on a décidé ça en société? Est-ce que, parce que la société des évolutions, c'est des gens qui décident, point de vue organique, dans la pluralité. Pas le marxisme, le conservatisme, non, ou telle idéologie. dans la contradiction, non, c'est l'industrie du numérique qui, au nom de ses propres intérêts, a mis le monde devant le fait accompli et a offert un poison qui ont fait que les gens ont dit c'est cool. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est que c'est un langage personnalisé qui va apparaître. C'est-à-dire, c'est déjà à l'œuvre dans les robots conversationnels de Microsoft, de Google, Bard ou Bing, qui va avoir quoi? Qui va avoir un langage nous parler en vue de nos propres souhaits. Par exemple... donc vous allez retrouver la première personne, mon cher Éric Sadin. C'est-à-dire, c'est la personnalisation. Ouais. C'est-à-dire, des systèmes vont nous dire, vous êtes à San Francisco, fais-moi un programme personnalisé. Fais-moi ma recette de cuisine. C'est-à-dire que de plus en plus, je crois que c'est la plus grande forme d'aliénation sournoise que nous vivons. C'est-à-dire non plus sous une forme de servitude, mais sous une forme, ce qu'on avait vécu avec l'économie de la donnée des plateformes depuis une dizaine d'années, où des systèmes allègent continuellement nos existences. Maintenant, des systèmes vont alléger l'effort de devoir aller vers les autres, d'aller vers le réel, de travailler en vue d'écrire, de travailler en vue de produire du langage, de travailler en vue de savoir comment allons-nous agir dans notre quotidien. Et mais ça va faire en sorte... on réalise le cauchemar de la Boétie, la servitude volontaire. Oui, mais avec l'idée que on adosse nos existences de plus en plus à des compagnies privées qui vont alléger nos existences. Et c'est cela qui est à l'œuvre. Et avec le fait aussi... ça leur apporte quoi, pardon? À qui? Aux compagnies privées. Ça génère du chiffre. Par exemple, OpenAI vend des abonnements. Il y a tout un marché des IA génératives. Et puis, je voudrais, moi, demander à toutes les bonnes âmes qui disent « Ah, moi, je prends plus l'avion aujourd'hui. Je recycle je recycle mes ordures avec une minutie que vous n'imaginez pas. » J'aimerais bien savoir si ces mêmes personnes sont dans un refus d'utiliser ces IA génératives qui vont entraîner un surcroît de consommation énergétique phénoménal. Or, je crois que la conscience ne se divise pas. Si on décide de ne pas prendre l'avion, il s'agirait de ne pas utiliser ces IA génératives. Mais c'est tellement cool, ça facilite tellement notre quotidien. La paresse, mais là, sur quelque chose qui va aussi entraîner un ouragan sur des métiers à haute compétence cognitive. C'est-à-dire, ça, on ne le voit pas quand je parlais de conséquences civilisationnelles. Par exemple, et sociales. Mettons un ou deux métiers à haute compétence cognitive. Cher André, l'heure est très grave, parce que là, il faut analyser ça de près. En quelques mots, ce qu'on a vécu au tournant des années 80 avec l'automatisation, par exemple, des usines automobiles, et qu'on a vu un mouvement de substitution de nombreux métiers, ou d'éradication de nombreux métiers, c'était pour des métiers à haute pénibilité, n'est-ce pas? Sûr. Or là, et tout le monde s'en est réjoui. On peut dire que le travail à la chaîne, quand même, c'était pas l'idéal. Des travaux, des métiers qui broyaient les corps, qui créaient des troubles musculo-squelettiques, qui broyaient les psychés et qui voyaient des personnes à la retraite totalement lessivées. Là, ce à quoi nous avons affaire, c'est un ouragan sur des métiers à haute compétence cognitive qui mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives, qui aussi ont nécessité de longues années d'études, qui apportent de l'estime de soi, de la reconnaissance des formes de socialité. Alors, la liste est longue. Non, mais donnez-moi 2 ou 3 exemples. Par exemple, est-ce que vous avez vu, cher André Berkoff, au mois de mai, Bild, le groupe allemand Bild, qui est un des premiers groupes, je crois que c'est le premier groupe de presse en Allemagne, qui, dès le mois de mai, c'est-à-dire même pas 6 mois après ChatGPT, a dit avec la novlangue managériale, on va réorganiser nos effectifs en licenciant un tiers du personnel. Donc, c'est les journalistes, c'est à terme les professeurs, les correcteurs,
les traducteurs, des enseignants, parce qu'il faut voir au-delà de 2023. Et je voudrais signaler sur ce point-là les scénaristes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les scénaristes à Hollywood ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que les scénaristes à Hollywood, ils ont vu le vent venir. Ils ont eu du nez, si j'ose dire. Et ils ont vu que, pour l'instant, ces systèmes d'IA générative ne sont pas appelés à se substituer à eux. En revanche, de plus en plus, par l'analyse des pratiques de consommation sur Netflix... Si demain, ils vont se substituer à eux. Ils feront des scénarios. Alors, dans 1 ou 2 ans, André. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et là, ils ont été grands. Ça devrait nous inspirer. Ils ont dit, on va pas attendre des actions des régulateurs qui ne pensent que par le primat économique et qui est dans une fascination à l'endroit de l'industrie du numérique. On va s'élever par corporation, et on va dire vos objections, ce que moi j'appelle chat ACC, vos objections culturelles et civilisationnelles, qui vont nous amener à un désert de l'humanité, c'est-à-dire à l'abandon de nos facultés intellectuelles et créatives. On n'en veut pas. Ils se sont mobilisés, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu gain de cause. Oui, c'est-à-dire que contre la régulation qui ne cherche qu'à accompagner ce mouvement dans une soumission coupable, on peut réagir, on peut se révolter. C'est une dimension jurisprudentielle qui a eu lieu, c'est-à-dire ils ont fait acte de droit en disant ça n'aura pas lieu comme ça. Et ce que je crois, je vais terminer sur ce point-là parce que je vois qu'on me presse là. Non. J'étais au Chili la semaine dernière, invité par l'université catholique du Chili à Santiago, et le recteur de l'université, ils m'ont dit mais nous dans les universités comment on va faire ? Parce qu'on voit bien que c'est un ouragan l'usage des GA génératives. Eh bien j'ai dit regardons ce qui s'est passé avec les scénaristes. Ce que je crois, c'est que si des personnes se mobilisent à l'échelle de leur petite société, ça n'a pas beaucoup d'effet. En revanche, si des corporations, à l'échelle de la planète, à l'échelle du monde, se lèvent et ils disent, nous, la corporation des journalistes, comme les scénaristes, on ne veut pas être remplacés par des systèmes. Parce qu'au nom de l'utilitarisme généralisé, ce sont des métiers qui apportent de l'estime de soi, des métiers à haute compétence, des métiers qui créent du plaisir à la tâche. Des journaux, des radios, des télévisions avec. Mais c'est pareil pour plein d'autres métiers. Vous savez, l'avenir du professeur, elle est en danger. Il y aura, on peut imaginer que dans quelques années, il y ait des super assistants médecins généralistes qui vont être en première consultation par analyse du visage et par l'analyse des capteurs. Donc ce que je crois, c'est que les corporations à l'échelle de la planète devraient se mobiliser. Pourquoi je dis ça ? Parce que à force de nous soumettre, la soumission à force de nous adapter, la soumission on va vers des logiques de soumission. Et puis il y a toujours cette idée totalitaire. Et puis il y a toujours cette idée de complémentarité homme-machine, celui qui a inventé cette notion mériterait aujourd'hui le prix Nobel de la novlangue. C'est pas une complémentarité homme-machine qui est à l'œuvre. C'est une éradication à grande vitesse des métiers qui en réalité mobilisent le génie humain. Des métiers humains et du génie humain. Et comment peut-on accepter cela passivement ? La preuve, ce n'est pas possible. La preuve, c'est que votre passion montre, et vous n'êtes pas le seul, Éric Sadin, que beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Et c'est toujours les problèmes de la soumission et de la résistance. 3000 ans d'histoire, même si on assiste à une mutation globale. On va se retrouver dans quelques instants et après en direction Lyon. On sera avec Alain qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Éric Sadin jusqu'à 14h qui est notre invité aujourd'hui. Et on a Alain au 0826 300 300 qui nous appelle de Lyon. Bonjour Alain, on vous écoute. Bonjour Alain. Bonjour. On vous écoute Alain. Je voulais juste réagir à une interpellation que vous avez faite tout à l'heure sur les gens qui ne prenaient pas l'avion et ainsi de suite, mais qui en même temps devaient se servir de ChatGPT. Ouais. Alors je suis en plein dans ce créneau-là. J'ai 65 ans. Ouais. J'ai arrêté de skier à 22 ans, en 1980, parce que déjà à cette époque-là, on se rendait compte que les montagnes étaient en train de trop souffrir. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 93. Mmh. Depuis, quand je me déplace en Europe, c'est en train. Ouais. Je n'ai jamais payé quoi que ce soit par Internet, je ne me suis jamais servi d'un GPS, je n'ai jamais envoyé un mail de ma vie, ni reçu, ni ouvert un mail. Ça va, j'en ai dit assez ou pas ? Alors vous voyez,
On peut être écologiste ou avoir une conscience, en même temps, ne pas se servir de ChatGPT. Et je me servirai jamais d'une intelligence artificielle, quoi que ça me coûte dans ma vie. Voilà un vrai résistant, Éric Sadin. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il va loin. C'est rare, mais bravo à vous, monsieur. Hein. Il y a une sorte de rigueur. Non. Ben si, c'est une rigueur. Vous êtes cohérent. Hein? Excusez-moi de vous couper, mais je vais finir par ça. Oui. Des gens comme moi, j'en connais plein, mais parce que justement, je fais partie d'un monde où on a rejeté ce genre de choses. Mais il y a plein de gens qui l'ont rejeté. Je ne suis pas une exception, je suis loin d'être une exception. Oui, vous n'êtes pas non plus... Il y en a qui vont beaucoup... C'était quoi votre métier? Je ne sais pas si vous êtes à la retraite, Éric. C'est quoi votre métier? J'étais chef d'entreprise. Ouais. Et vous n'avez jamais utilisé un mail dans votre entreprise? Jamais. Ah bon? Écoutez, très sincèrement, j'estime beaucoup, je crois, mais très sincèrement, je ne vais pas dire le théorème de Michel Audiard, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais écoutez, aujourd'hui, si vous êtes en France, vous savez, et en France et en Europe et partout, malheureusement peut-être, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais vous savez que vous n'êtes pas majoritaire. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est une radicalité diététique. Majoritaire, mais Non, mais... Je ne revendique pas d'être majoritaire, mais je suis pas solitaire, en tout cas. C'est oui, c'est très bien. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin, il y a des gens qui n'ont même pas de portable, etc. Bien sûr. Ils sont rares, ils existent, c'est très bien. Votre témoignage est précieux, monsieur. Heureusement. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui tiennent à cela, qui l'affirment, qui l'inscrivent dans leurs usages. Mais là, on peut parler aussi de mesures. C'est-à-dire là, vous êtes dans une attitude, j'ai envie de dire, diététique radicale, et c'est à votre honneur, à votre grand honneur. Moi, ce que je vois, c'est que ça ne cesse de prendre plus de mesures. Vous disiez, vous n'utilisez pas d'intelligence artificielle, de systèmes d'intelligence artificielle, et notamment les IA génératives. Nous avons parlé là de ChatGPT. Mais parlons de l'image. Ben voilà, parce qu'il s'agit de langage, de texte, de production. C'est-à-dire, c'est quand même très troublant dans l'histoire de l'humanité voir des systèmes produire du langage, et ça entre dans l'ordre banal des choses. Ça dit quand même quelque chose de nos psychés, c'est-à-dire d'être prêt à accepter des choses qui sont totalement incroyables sans nous poser de questions et sans voir ce qui se joue. Mais nous vivons vivons exactement la même chose avec les images, c'est-à-dire les IA génératives. C'est pas seulement sur simple prompt, parce que nous allons vers, je suis pas prophète, mais je peux vous dire que les 20 prochaines années, c'est ce que j'appelle le promptisme généralisé. C'est-à-dire, on va tous, pour tous les cas, pas comme monsieur et pas comme moi et pas comme un nombre important d'entre nous, je l'espère, mais un très grand nombre va continuellement faire des prompts, c'est-à-dire des instructions. C'est ça l'IA générative. C'est être avachi sur notre canapé et pour quantité d'actions de la vie humaine, faire des prompts, des instructions. Fais-moi un mouton, fais-moi un texte, fais-moi mon programme de la journée. Mais ces prompts, c'est aussi... c'est aussi générer des images. Et là, je voudrais souligner quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire, on a tous vu au printemps dernier des images du pape avec une doudoune, ou Macron dans une manifestation être pris à partie. C'est-à-dire que sur un simple prompt, des systèmes aujourd'hui, sur une simple instruction de notre part, vont pouvoir produire en temps réel et offert dans les mains de quiconque. Eh bien, par exemple, je vais demander à Midjourney ou Ali, qui sont le nom de deux systèmes parmi d'autres, produis-moi en 1 seconde l'image de mon voisin avec lequel, par exemple, j'aurai un différend, qui frappe ma voisine, et je le balance sur Internet. Ou produis-moi l'image d'un soldat dans un contexte déterminé, qui abat de sang-froid une petite fille ou un petit garçon. C'est-à-dire que la société n'est pas suffisamment frappée par la psychiatrisation, n'est-ce pas? Marquée par l'expression des rancœurs, des ressentiments, une défiance continuelle. Il faudrait que l'industrie numérique en rajoute. Et nous allons vers quoi? Nous allons vers ce que j'appelle le régime de l'indistinction généralisée. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que d'ici, 2 ans, peut-être que 50% du régime symbolique qu'on va avoir sur Internet est dans notre horizon symbolique, de notre horizon de l'image. Et c'est pareil avec les textes et probablement avec le son. Nous ne saurons pas quelle est la nature et l'origine d'une image. Or, ça, c'est d'une extrême gravité. Pourquoi? Parce que la société, c'est pas seulement des principes communs. Pour faire société, moi qui ai écrit L'ère de l'individu tyran, ou pour le livre pour lequel vous m'aviez invité, André, La fin d'un monde commun, une société, c'est pas seulement des principes communs qui font qu'on est capable d'agir en liberté et dans la pluralité, dans la contradiction. Ce sont aussi des référents communs.
c'est-à-dire des points d'intelligibilité communs, faute de quoi on ne se comprend plus. Et vous dites dans l'indistinction totale du mot et de l'image, on fera n'importe quoi. Mais c'est la brutalisation des rapports interpersonnels puissance 100. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même à ce que la nature humaine, quand je dis la nature humaine, vous comprenez, ce n'est pas en tant que... Oui. Est-ce qu'elle n'est pas capable, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pessimiste? Est-ce que vous ne croyez pas que nous avons et que nous pouvons sécréter des anticorps face à, effectivement, cette IA générative et à cette tentative de totalisation, je ne dirais pas au sens totalitaire, mais c'est un peu ça, que ce soit de l'image et du mot, parce que c'est du faux, la fausse personnalisation au nom de la marchandise. Bien sûr. Mais donc, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pessimiste? Alors, les anticorps sont mis en péril par un poison qui est le fait de profiter d'instruments de facilitation de nos existences et de vecteurs de paresse. C'est ça. C'est-à-dire... Esteban, vous m'êtes très sympathique. On a plaisanté hors antenne tout à l'heure. Vous disiez, pour un pot de départ, je crois, à CNews, vous avez demandé à ChatGPT de l'écrire. Moi, je vous ai dit en plaisantant, c'était en toute cordialité, mais est-ce que c'est si difficile d'écrire un pot de départ? Il y a le fait que pour qu'il y ait des anticorps, il faut quand même qu'il y ait des principes auxquels on tient. Il y a quand même les principes auxquels on tient, et je crois que ces principes, nous avons tendance à les oublier. C'est-à-dire que le monde économique, la société et le régulateur les a oubliés. C'est quoi les principes fondamentaux qui nous animent, qu'on peut tenir dans les doigts d'une main? Moi, c'est mes critères de jugement. Ces principes, c'est quoi? C'est la défense et la célébration de la dignité, de l'intégrité humaine, de la liberté, de l'intelligence et de la créativité qui nous caractérise. Or, au moment où nous renonçons à cela, eh bien, il y a le fait que ce sont nos pires penchants qui prévalent, notamment la paresse. Je crois que c'est un grand défi, effectivement, qui est là, et vous avez raison de le poser, et vous le posez dans votre livre. C'est effectivement le défi qui nous attend. Étant d'un nature optimiste, je pense, et vous aussi, je crois, que nous allons sécréter les anticorps nécessaires et vivre la résistance. Et votre livre est un livre de résistance, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et on le rappelle, ce livre, La vie spectrale, c'est publié aux éditions Grasset. Merci Eric Sadin d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain à partir de midi. On sera en direct du Salon des Maires à la Porte de Versailles de Paris. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec Terre de France.fr, le premier site d'articles français et patriotes.